Israël comme si vous y étiez sur Radio J avec le café et les journaux à la main. Journaux que tient à la main ce matin pour nous Olivier Granilic. Bonjour et Boker Tov Olivier. Boker Tov Eva. Et ce matin, à la une des journaux à Jérusalem, c'est toujours la tension entre le gouvernement et la Cour suprême. Les 11 juges de la plus haute instance judiciaire israélienne doivent rendre leur verdict sur la validité de la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre de la Santé et de l'Intérieur. Oui, le Israël Hayom parle ce matin du test Deri, à savoir est-ce que la Cour suprême va en quelque sorte annuler une loi votée par la Knesset permettant à Aryeh Deri d'être nommé ministre dans le gouvernement de Binyamin Netanyahu. On devrait le savoir aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Nous sommes en plein cœur du débat qui anime la scène politique et juridique israélienne, à savoir qui est le souverain et qui est le garant de la loi israélienne, la Knesset ou la Cour suprême. Israël Hayom parle aussi de la composition de la Haute Cour de justice qui pourrait changer de visage dans les années à venir. En effet, la 12e chaîne a annoncé hier que l'intention de Yariv Levin, le ministre de la Justice, était de changer les membres du comité pour la sélection des juges afin que les juges, justement conservateurs, soient majoritaires. En octobre prochain, les juges Esther Chayout et Anat Baron, qui sont considérées comme des militantes, prendront leur retraite et un an plus tard, ce sera le juge Uzi Fogman qui prendra lui aussi sa retraite. Le remplacement des 3 juges militants par 3 conservateurs pourrait aboutir à une Cour suprême de justice pour la première fois dans l'histoire de l'État où la plupart des juges seront identifiés avec le camp conservateur. C'est ce qu'explique ce matin le Israël Hayom. Et toujours dans la presse israélienne ce matin, la décision du ministre des Finances de confisquer 139 millions de shekels de fonds à l'autorité palestinienne et de les reverser à des victimes du terrorisme en Israël. Oui, c'est le Yediot Ahronot, mais pas seulement, qui parle donc de cette décision prise hier par Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, de confisquer donc des fonds qu'Israël transfère à l'autorité palestinienne et de les reverser à des associations et à des victimes du terrorisme palestinien. En effet, nous explique le quotidien, le ministre des Finances ne fait que d'appliquer en fait une décision du tribunal israélien qui avait condamné il y a 8 mois l'autorité palestinienne à indemniser des victimes du terrorisme. Il n'y a pas de plus grande justice que de confisquer les sommes de l'autorité palestinienne qui soutient les terroristes et de les reverser aux victimes du terrorisme, a hier déclaré le ministre des Finances lors d'une conférence de presse. Le bras de fer entre le Likoud et le parti religieux orthodoxe Yahadut HaTorah, à présent, il continue autour de la question de travaux du système ferroviaire pendant le Shabbat. Oui, je vous rappelle que le ministre du Logement, Yitzhak Goldknopf, avait exigé que les travaux de maintenance de la voie ferrée cessent pendant le jour du Shabbat, bien que Miri Regev, qui est ministre des Transports, n'a pas encore vraiment répondu publiquement. Le Maariv nous indique que des sources du ministère des Transports ont été citées, sous couvert d'anonymat bien entendu, et ont déclaré que l'entretien de la voie ferrée se poursuivrait pendant le Shabbat, car il est essentiel d'éviter de cantonner les travaux de maintenance aux jours ouvrés. Le Maariv ajoute aussi que l'avis du ministère de l'économie est plus clair et sans appel. En effet, un porte-parole du ministère de l'économie a déclaré que le programme d'entretien a toujours été réalisé dans le cadre de l'autorisation annuelle dont dispose la compagnie israélienne des chemins de fer pour effectuer des travaux d'entretien et de sécurité pendant donc le Shabbat. Nous n'avons aucune intention de l'annuler, a précisé le porte-parole du ministère. Et pour la première fois dans l'histoire, un pays arabe inscrit l'étude de la Shoah dans ses programmes scolaires. Et c'est l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington qui a annoncé que son pays avait décidé d'inscrire dans ses programmes scolaires l'étude de la Shoah, et ce en coopération avec le Yad Vashem. Il s'agit d'une première historique puisque cette période de l'histoire n'était jusqu'à présent pas
pas du tout enseigné dans les écoles émiraties, qu'il s'agit du premier pays arabe au monde à prendre l'initiative de le faire. Et c'est le site Ynet qui révèle que le ministère de la Culture et de la Jeunesse aux Émirats s'est tourné vers Yad Vashem afin d'être aidé dans la constitution de programmes d'études de la Shoah. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a lui aussi tenu à souligner l'importance de cette décision des Émirats, perpétuer la mémoire de la Shoah et enseigner les leçons à en tirer, ainsi que les composantes centrales de la lutte contre la haine et l'antisémitisme, est indispensable, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays, chantait Enrico Macias. Il n'a pas vraiment tort si on en croit cette revue de la presse et cette information ce matin, puisque les plus beaux visages du monde comprennent 3 Israéliennes dans la liste des 100 plus belles filles établie donc ce matin. Oui, en effet, c'est le site d'information qui nous apprennent ce matin qu'on peut trouver donc 3 Israéliennes dans une liste qui a été dressée par un critique de films britannique. La liste est considérée comme la plus reconnue et la plus prestigieuse du genre. Et met en vedette pas moins de 3 personnalités israéliennes. Il s'agit de l'actrice et mannequin que tout le monde connaît, Gal Gadot, qui est en 12e position, et les mannequins Eden Pinez, 71e position, et elle, Yael Shelbia, qui est en 7e position. Il s'agit aussi, pour la petite histoire, de la petite amie du chanteur Omer Adam, et qui était en tête d'ailleurs de ce classement en 2020. Pour établir leur classement, les jurés évaluent des milliers de suggestions soumises par les internautes. Ensuite, ils dressent une liste représentative de l'idéal moderne de la beauté mondiale. La perfection esthétique, bien sûr, est un critère, mais c'est pas le seul. Il faut aussi de la grâce, de l'élégance, de l'originalité, de l'audace, de la passion et aussi de la joie et de l'espoir. Tout cela incarne aussi un beau visage, affirme le critique britannique.